Quelles sont les relations entre les savoirs scolaires et les savoirs du monde? Avec Christine Vallin, la co-animatrice de cette table ronde, nous allons bientôt laisser la parole à nos intervenants, Anne-Marie Chartier, Mariem Siala et Michel Parmentier. Remarquons à titre introductif que cette question rejoint celle ancienne de l'ouverture de l'école sur la société qui l'environne. Si l'on s'interroge sur les interactions possibles entre les savoirs de l'intérieur de l'école et ceux qui lui sont extérieurs, on peut aborder le sujet sous deux angles, soit en se plaçant à l'intérieur de l'école pour regarder vers l'extérieur, soit à l'inverse, depuis le vaste monde social pour pointer le regard vers l'école. Comparer ces deux angles d'attaque pour les faire dialoguer est sans doute un des défis à relever. On qualifie parfois l'école de forteresse. Si l'on retient cette métaphore, nous pourrons nous demander quels sont les herses ou les ponts-levis qui régulent la circulation des savoirs entre l'intérieur et l'extérieur. Si on la conteste, on pourra faire remarquer qu'il existe déjà des zones d'intervention de l'extérieur dans l'enceinte de l'école. Elle n'est donc pas si étanche qu'il peut paraître. Évoquons d'abord le domaine du périscolaire, qui désigne les activités conduites sous la houlette d'animateurs ou d'intervenants extérieurs à l'éducation nationale dans le cadre scolaire. À la lisière de l'école, à distance plus ou moins éloignée, il y a aussi ce qu'on qualifie de parascolaire, qui va des produits édités sous ce label par les éditeurs scolaires jusqu'aux cours particuliers. Il y a enfin toutes les activités extrascolaires, qui relèvent des loisirs culturels ou sportifs encadrés dans des clubs ou des associations ou des structures publiques comme les conservatoires avec certification, compétition ou non. Bref, vous aurez remarqué que même à l'extérieur de l'école, c'est par rapport au scolaire que sont désignés ces cercles concentriques, péri, para, extra, où circulent des savoirs de toute nature, prouvant une fois de plus la centralité de l'école dans la relation au savoir des enfants et des jeunes. Nous voyons donc que lorsque l'on parle de savoir scolaire et de savoir du monde, alors les savoirs du monde seraient ceux que l'on trouve à l'extérieur des cercles concentriques dont il a été question. Ce serait peut-être par là que se situerait le vrai monde alors. Est-ce qu'il faudrait alors imaginer une carte des savoirs pour repérer ceux que l'école choisit de mettre à l'intérieur et ceux qu'elle choisit de laisser à l'extérieur? Regardons alors cette carte. Où sont les savoirs pratiques, les savoirs du corps, les savoirs des sens, des affects ou les compétences relationnelles? On a du mal à les repérer dans les premiers cercles. Sont-ils dans les cercles plus périphériques? Et les qualités personnelles? Les processus cognitifs pour apprendre et pour vivre, souvent sous-entendus, sont-ils même seulement enseignés? On sait que renvoyer à la famille ces apprentissages risque de renforcer les inégalités, de démotiver des élèves pour qui les savoirs scolaires ne paraissent pas avoir d'usage sensible. Les savoirs du monde seraient en tout cas des savoirs vivre, suivant Montaigne, suivant Rousseau. Les faire entrer dans les savoirs scolaires demanderait d'accorder de la valeur aux activités manuelles, à l'intelligence pratique, au savoir du quotidien type éducation A, de valoriser l'ouverture aux cultures différentes, à leur métissage, et d'introduire des compétences de vie, les life skills dont nous allons parler, de nature psychosociale, transversale et transférable. Y sont-ils? Et sinon, faut-il trouver de la place pour ces savoirs-là? Au nom de quoi? C'est ce que nos invités vont nous aider maintenant à réfléchir. Anne-Marie Chartier, du point de vue historique, les savoirs scolaires sont-ils en évolution et comment des savoirs scolaires tombent-ils en désuétude et d'autres jugés extérieurs à un moment donné sont-ils scolarisés? Effectivement, l'école a évolué énormément au fil des années. On peut trouver, au fil des siècles, on peut trouver des savoirs qui ont été fugitifs à l'intérieur de l'école. Par exemple, il y a eu tout un programme pour apprendre aux enfants pendant presque 60 ans
à convertir les anciennes mesures d'Ancien Régime dans les mesures de la Révolution. Les mètres cubes en ster. Bon. Ça a duré le temps que ces savoirs soient intégrés à l'intérieur de la vie sociale, et à partir de la Troisième République, ça n'a plus été nécessaire. Ce savoir inscrit dans les programmes a disparu. Vous avez d'autres savoirs qui, eux, ont été, je dirais, exclus de l'école. Avec Jules Ferry et la laïcité, les savoirs religieux ont disparu alors qu'ils étaient une part extraordinairement importante le catéchisme à l'intérieur des programmes scolaires. Alors, ce qui est venu, c'est la morale à la place, qui a occupé cette place-là, mais c'est très intéressant de voir que la morale a disparu officiellement des programmes bien avant 1968, mais qu'elle est réintroduite maintenant. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut jamais tabler sur la disparition définitive d'un savoir. Ça dépend des conjonctures. Si vous prenez tous les savoirs de l'hygiène, par exemple, les programmes sur la lutte anti-alcoolique étaient énormes au début du siècle, puis ils ont disparu, remplacés par les savoirs d'hygiène sur les problèmes de vaccination, de tuberculose, qui ont eux-mêmes disparu. Et aujourd'hui, avec le confinement, vous voyez qu'il revient des savoirs d'hygiène. Donc, les conjonctures environnementales sont bien plus importantes que l'on imagine de loin. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un tel sentiment je dirais, de la forteresse ? Qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment que l'école ne bouge pas ou qu'elle est en retard, qu'elle devrait intégrer des savoirs qui sont laissés à la périphérie ? Alors, je voudrais rappeler quand même que le rôle essentiel de l'école, c'est d'introduire à des savoirs d'écriture. On est quand même sur des savoirs reconnus unanimement comme n'étant pas apportés directement par les familles, et qui sont ces savoirs de la lecture-écriture et du lire-compter, de l'écrire-compter, qui sont, qui sont ressentis comme prioritaires. Et vous voyez que dans l'école, il y a eu toute une série de savoirs présents tout le temps, mais qui ont toujours eu une espèce de statut fragile, secondaire, parce qu'ils ne sont pas des savoirs d'écriture. L'éducation physique, le chant, le dessin, la couture, à un moment donné, qui a disparu aussi pour faire place à la technologie, qui vous montre comment on réintroduit les choses. Donc, on a bien une présence dans l'école de savoir de la société, mais sous la réserve qu'ils soient scolarisables dans les normes de l'école. Et ma grande question, c'est, si on veut introduire de nouveaux savoirs du monde, qu'est-ce qu'on supprime ? Parce qu'introduire un savoir, ça demande du temps, et ce temps, on le prend à qui ou à quoi ? Voilà. D'accord. Michel Parmentier, de votre côté, vous avez été inspecteur dans le premier degré pendant très nombreuses années en France et à l'étranger. Quelle évolution des savoirs, côté apprentissage pour les élèves, côté transmission pour les enseignants, avez-vous remarqué ? Bien, mais écoutez, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention qui vient d'être présentée, surtout sur une échelle un petit peu historique de présentation de l'évolution des savoirs qui sont présents à l'école, avec une petite nuance qui correspond au fait que moi je parlerai en priorité de ce qui concerne l'école primaire, et sur une échelle de temps peut-être un petit peu plus restreinte, même si elle se compte pour moi en plusieurs dizaines d'années quand même, effectivement, par rapport aux évolutions des programmes de l'école primaire à laquelle j'ai pu être confronté. On se centre quand même au niveau de l'école primaire sur des connaissances, sur des savoirs instrumentaux et sur des connaissances de base qui, d'une certaine manière, quand même, évoluent assez peu au fil du temps, et qui constituent une sorte de socle, ce qui me fait que dans ma perception, sur une échelle, je le répète, de temps plus restreinte, les champs,
pas observé tant que ça de changements majeurs dans les contenus de programme. Même si effectivement je rejoins bien, même sur cette échelle de temps, ce qui a été dit sur certains aspects plus ou moins ponctuels qui apparaissent puis qui disparaissent dans les contenus de programme en fonction de l'évolution de la société, en fonction de toutes sortes d'évolutions. Par contre, ce qu'il me semble avoir pu observer sur ces quelques dizaines d'années, ce sont peut-être un petit, sans exagérer trop fort la formule, mais un effet de balancier en ce qui concerne les approches et les démarches. Puisque tantôt, en poussant un petit peu, on dira qu'on met d'abord en avant les techniques et les apprentissages instrumentaux un petit peu considérés comme des prérequis. Et tantôt, on va plus pousser le balancier du côté de favoriser d'abord la confrontation des élèves à des situations problèmes dont la résolution justifiera l'acquisition de ces techniques. Et ce qui évolue donc au fil de ces évolutions de programme se situe peut-être un petit peu du côté de ce qui est demandé aux enseignants comme méthode à mettre en œuvre pour assurer la transmission. Donc, il me semble important, je crois, d'observer qu'il est question de doter les enfants de savoir, de méthodes et d'attitudes qui leur permettront de vivre dans le monde qui les entoure et de chercher à le comprendre. Se pose donc la question de savoir demander aux enseignants de faire acquérir aux élèves des méthodes d'investigation pour explorer des phénomènes ou objets du monde qui les entoure. D'être dans une position d'ouverture sur le monde qui constitue des supports pour les acquisitions des connaissances fondamentales. Alors, vous me posiez la question aussi d'un regard sur ce que j'ai pu voir à l'étranger. Alors, à l'étranger, il y a une nuance que je dois apporter, c'est que je travaillais pendant une dizaine d'années pour les écoles françaises à l'étranger. Donc pour l'enseignement français, le réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui donc s'appuyait dans son organisation en général sur les programmes français. Donc sur le fond, normalement pas de différence majeure. Toutefois, dans l'observation, sans doute plus sur une dimension culturelle qui, peut-être sans le dire, s'appuyer sur une culture locale quand même. J'ai surtout pu voir, notamment en Europe du Nord et dans des pays anglo-saxons, un appui fort et un recours fort à l'expression, à la sollicitation de l'expression des élèves, et notamment l'expression orale, apprentissage, de présentation d'exposés, ou simplement présentation d'idées, d'argumentation, qui était un atout, il me semble, absolument important, et qui rejoint un petit peu tout ce qui concerne justement ce positionnement social des enfants dans la société et à l'extérieur de l'école. Mariam Siala, nous avons évoqué tout à l'heure les pratiques artistiques et sportives qui existent en dehors de l'école. Et pour certains élèves, elles sont même essentiellement présentes par ce canal. Pour d'autres élèves, c'est à l'école uniquement qu'ils les trouveront. En lycée professionnel où vous enseignez, comment les arts sont-ils enseignés et dans quel but? Est-ce qu'il y a aussi des différences de traitement des arts, de la culture entre les voies professionnelles et technologiques et les autres voies?
Alors, au lycée professionnel, on enseigne les arts appliqués et la culture artistique. C'est un peu un prolongement des arts plastiques après le collège. C'est un enseignement qui est un peu méconnu, mais qui est obligatoire, qui relève un peu de l'enseignement général pour la plupart des CAP et des bacs pro. Dans d'autres CAP et dans d'autres bacs pro, il y a un enseignement qui est complémentaire, qui est complètement professionnalisant. Donc, si on reste juste sur cet enseignement obligatoire pour la plupart des CAP et des bacs pro, cet enseignement, il visait jusqu'à la transformation de la voie professionnelle en objectif généraliste et culturel. On y voit bien évidemment des changements depuis la transformation de la voie professionnelle. Jusque-là, on abordait l'enseignement à travers l'environnement immédiat de l'élève, donc de ce qu'il savait, de ce qu'il connaissait autour de lui. Donc, on va aborder le design de communication, donc la publicité, on va aborder le design de produits, tout ce qui est mobilier urbain, on va aborder le design d'espace, le design de mode. Donc, on parle vraiment de ce que l'élève sait. Et après, on va mettre l'élève en fait dans une pratique créative qui va s'inscrire dans une démarche de conception proche un peu de celle du designer. Et depuis la transformation de la voie professionnelle, donc la dotation horaire en CAP surtout a baissé de 50%. Donc les élèves ne bénéficient que d'une heure hebdomadaire. Et l'enseignement, toujours aussi riche, bien évidemment, hein, très intéressant, il va lier les finalités de la discipline, donc la discipline des arts appliqués, cette fois-ci au métier et au projet professionnel par des liens directs ou indirects. On peut y voir bien évidemment un point positif dans la mesure où cet enseignement va lier l'enseignement général à l'enseignement professionnel et donner du sens aux apprentissages, mais se pose quand même la question de la place des arts en lycée professionnel à travers ce prisme. Donc en fait, moins d'heures et un enseignement artistique plus professionnalisant et moins axé sur la culture générale. C'est une question sur laquelle je pense qu'on peut parler longuement, un peu plus que dans le cadre de cet échange, qui est plus un échange pour poser des questions. Alors, en ce qui concerne les différences de traitement des arts et de la culture entre les voies professionnelles, technologiques et les autres voies, effectivement, donc l'enseignement des arts appliqués qui est obligatoire dans la voie professionnelle, il est optionnel dans les autres voies. On peut y voir bien évidemment un point positif, hein, parce qu'en effet, les élèves considérés comme fragiles dans l'enseignement professionnel sont tous concernés. Et donc, l'école, elle va offrir une opportunité de développer une culture artistique obligatoire, même si elle est souvent assujettie à la culture métier et la notion de profession. En dehors de la voie professionnelle et en dehors surtout de la filière sciences et technologies du design et des arts appliqués dans la voie technologique, les élèves de la voie technologique et générale, eux, peuvent choisir un enseignement artistique optionnel cette fois-ci, parmi une offre très diversifiée. Art du cirque, art plastique, cinéma audiovisuel, danse, histoire des arts, musique, théâtre. Chaque option est dotée de 3 heures hebdomadaires. Donc, on voit déjà une différence entre 1 heure hebdomadaire et 3 heures hebdomadaires. Donc, nous voyons bien là, en fait, une offre élargie à plusieurs domaines pour la filière générale et technologique qui n'est pas proposée au sein de la voie professionnelle, qui est uniquement focalisée sur les arts appliqués, donc uniquement focalisée sur la création industrielle. D'accord. Mariam Siala, nous voudrions aborder maintenant avec vous une autre question, la question des soft skills, les compétences sociales, et des life skills, les compétences de vie. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce que recouvrent ces champs ? Oui, alors il existe plusieurs définitions des soft skills ainsi que des life skills, très différentes parfois, avec parfois des glissements entre les uns et les autres. Donc les soft skills, qui sont traduites par des compétences douces, vont renvoyer à des qualités comportementales, transversales, des qualités humaines. Donc ces compétences sont très valorisées et recherchées dans le cadre professionnel. On les retrouve également sous la terminologie des compétences du 21e siècle. On va souvent d'ailleurs parler aux élèves des compétences transversales et de l'importance dans leur projet professionnel. Donc des exemples de soft skills, on va
On va s'intéresser à la créativité, à la communication, à la gestion du stress, à la résolution des problèmes, souvent aussi à l'intelligence émotionnelle. La liste, elle est très longue, elle est vraiment très longue. Les life skills, traduites par compétences de vie, sont des compétences un peu plus profondes, plus personnelles, développées par des expériences vécues, parfois par des talents naturels, parfois même innés, hein, qu'on peut renforcer bien évidemment au fil du temps et qui sont propres à l'individu. Quelques exemples de compétences, c'est comment on gère son budget, comment on gère ses relations familiales, amicales, comment être acteur de sa vie, comment développer la résilience et des compétences dont tu as parlé en fait, une première intervention, c'est des compétences auxquelles on s'intéresse peu aujourd'hui, hein. C'est des compétences de la vie courante, savoir cuisiner, coudre, toutes les compétences autour de la gestion de son hygiène de vie, de la nutrition, comment résoudre des problèmes, etc. Bien évidemment, plein d'autres compétences. D'accord, donc on peut dire qu'un certain nombre de savoirs sont des pratiques comme les soft skills. Et donc, comment les traiter dans les savoirs scolaires? Est-ce qu'on peut le faire? Heureusement, je pense que tous les savoirs ne sont pas que théoriques et s'acquièrent souvent à travers la pratique. Quand on est en classe, on n'aborde pas les compétences de communication à travers des compétences théoriques, mais uniquement par la pratique. Idem pour la coopération, qu'on va essayer en fait de travailler à travers le travail en groupe. Je pense que les programmes scolaires affichent une réelle volonté de développer des soft skills chez les élèves, mais ne donnent pas des pistes et surtout ne se posent pas la question de comment on les traite, sur quel temps, surtout avec des programmes chargés. La question des enseignants, s'ils sont formés à former aux compétences psychosociales. Je pense que c'est une question qui est très importante en fait. Dans quelle mesure en fait, nous les enseignants sommes compétents à former aux compétences psychosociales, si nous-mêmes avons ces compétences, d'ailleurs psychosociales. À mon sens, et cela n'engage bien évidemment que moi, ces compétences doivent être le socle de chaque programme et non pas traitées comme des pratiques occasionnelles dans le cadre d'un projet. Il y a également en France peut-être un manque d'échange avec les élèves sur ces compétences psychosociales. Donc, ils sont intégrés dans les projets, mais si on veut donner de l'importance à ces soft skills et ces life skills, il faut que les élèves lui-même prennent conscience de l'importance de ces compétences et de leur impact sur son avenir personnel et son avenir professionnel. Je prends l'exemple de lycée professionnel. Dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les élèves en prennent confiance parce qu'on en parle, on met des mots en fait, sur ces compétences. Ces temps sont absents au collège, ce qui est dommageable dans un moment où la personnalité elle est en construction et où on n'aborde pas ces soft skills. Ils sont un peu induits, ils sont sous-tendus parfois en fait, par des projets, mais on ne parle pas vraiment de ces compétences aux élèves. D'accord. Et Michel Parmentier, pour ce qui concerne les élèves dans le premier degré, est-ce que vous diriez que ces compétences sociales, ces compétences de vie, donc, elles sont travaillées différemment? Est-ce qu'elles sont travaillées? Est-ce qu'elles sont travaillées différemment? Il me semble qu'elles sont travaillées différemment, bien entendu pas complètement. Toutefois, à ce sujet, c'est peut-être une évidence de le dire, mais il y a un facteur qui n'est pas neutre et qui peut intervenir de manière tout à fait constructive, c'est la polyvalence de l'enseignant de l'école primaire. Passant en principe, puisque bien entendu il peut y avoir des nuances, des organisations particulières, mais passant en principe toute la journée de classe avec le même groupe d'élèves qui l'accompagnent dans les différents types d'apprentissage, il est peut-être plus naturellement amené à observer, écouter les enfants dans leur réaction et dans les relations entre eux, pas seulement dans les temps d'apprentissage, mais disons dans tous les événements de la vie scolaire. Et à partir de là, le professeur des écoles intervient, bon, certes, de manière programmée et planifiée, mais également en fonction de circonstances particulières, pour amener les élèves
à débattre, à réfléchir sur ces situations et s'approprier, disons, de manière générale, quelques principes du respecter autrui et du vivre ensemble. Bon, pour autant, je ne voudrais pas passer pour celui qui présente ses idées de manière un peu caricaturale, parce que je pense, j'imagine bien que le professeur de collège et même le professeur de lycée, de son côté, ne limite bien entendu pas forcément son action d'enseignement au contenu notionnel de sa discipline. Et de l'autre côté, le professeur des écoles pour guider les élèves dans la construction des compétences sociales avec méthode et lucidité, doit intégrer cette façon d'agir comme une compétence professionnelle de son référentiel métier. Et donc, bon, la polyvalence des enseignants, on le voit dans cette perception, et peut constituer un atout pour aller de l'avant, mais sans être pour autant peut-être pas forcément la solution universelle. Elle présente des intérêts qu'il faut bien repérer pour en profiter pleinement et des limites. Mais c'est sans doute pas le sujet de cette table ronde et ça pourrait être un autre sujet dans un autre contexte peut-être. Anne-Marie Chartier, dans les 2 derniers siècles, qu'est-ce que l'évolution des disciplines nous montre sur cette question des compétences de vie et des compétences sociales? Alors, j'étais très intéressée par l'échange de tout à l'heure entre le problème de la polyvalence du maître du primaire et le travail qui se fait en préparation de métier, en lignée de métier dans les lieux professionnels. Parce qu'entre les deux, il y a le secondaire. Et le secondaire est structuré par discipline spécialisée. Alors que dans l'école primaire, du fait de cette polyvalence du maître, on a eu un énorme courant depuis le début du XXe siècle, qui s'appelait les méthodes actives et l'école nouvelle, qui, à mon avis, travaillait exactement le problème de ces soft skills, ou de ces, à la manière du temps, bien sûr, ou de ces savoirs de vie. Puisque quand vous regardez tous les textes sur l'école active, tous les textes de produits, par exemple par les maîtres Freinet, on voit à quel point la question du conseil de classe, la question des relations entre enfants, la question du fait que tous les enfants ont une voix, les bons élèves comme les mauvais élèves, ou les mauvais élèves comme les bons élèves, montre qu'on a une gestion à l'intérieur de la classe qui prend en compte, sans qu'on en fasse un programme disciplinaire, mais la question des compétences, des relations, de l'empathie. La règle « on ne se moque pas » au moment des prises de parole le matin du Quad Neuf, par exemple, les fameux les ceintures qui donnent le niveau de compétence des enfants et qui font qu'à chaque niveau, on peut avoir des libertés supplémentaires si on a manifesté qu'on était responsable, capable d'aider un autre enfant, c'est exactement les soft skills. Simplement, ça ne s'appelle pas d'un nom américain et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas baptisé avec ce vocabulaire qui nous arrive des États-Unis et qui est très chic parce qu'il a gagné les boîtes de design que pour autant, ils ne sont pas travaillés. Alors, le deuxième point, c'est justement sur l'enseignement professionnel. J'ai fréquenté des écoles d'hôtellerie, par exemple. C'est très impressionnant de voir comment dans l'hôtellerie, les savoirs, je dirais, techniques, savoir cuisine, etc., sont accompagnés tout le long de savoirs qui sont des savoirs de comment se tenir, comment recevoir une clientèle. Et on les trouve aujourd'hui revenant à l'intérieur de l'école. Alors, le problème, c'est qu'entre cette dimension d'apprentissage professionnel qui légitime de manière, je dirais, explicite la nécessité d'adopter des comportements, des relations qui sont souvent en relation avec un problème de clientèle. La question est de savoir si ils sont on vise autre chose
que des apparences, enfin que des gestes professionnels. Je veux dire que l'amabilité d'un commerçant n'est pas une amabilité, je dirais, en général, pas forcément une amabilité en général, et on comprend pourquoi d'ailleurs. Donc le problème, c'est est-ce que ces déterminations sont, alors qu'elles ont un rôle éducatif à l'intérieur de l'école primaire, comment peuvent-elles transiter dans un enseignement qui est un enseignement général à une époque où ce qui est visé prioritairement, je dirais, c'est l'efficacité évaluée des apprentissages. Et là, on sent bien qu'il y a une vraie contradiction à l'intérieur de l'école. On ne peut pas à la fois déplorer les mauvais résultats dégringolants de l'école à des enfants, des adolescents à 15 ans que nous donne PISA ou des épreuves de savoir lire et des savoirs mathématiques dans des enfants à 10 ans. Et par ailleurs dire il faut en permanence rentrer de nouveaux savoirs à l'intérieur de l'école. En fait, ces nouveaux savoirs de vie et de relations, ils s'étayent sur des apprentissages qui sont des apprentissages de contenu. C'est en faisant l'instituteur qui fait une correction de dictée, en permettant aux enfants de discuter entre eux de leurs fautes, apprend l'orthographe. Sa visée, c'est l'orthographe. Mais la manière dont il le fait, comme disait tout à l'heure très bien Michel Parmentier, s'appuie sur des modalités de travail qui font une place plus ou moins grande alors à la parole magistrale, aux échanges entre enfants, au fait que quand on est dans une classe de 25 ou davantage ou moins, de toute façon, on a à gérer une vie sociale. Et que c'est dans la manière dont on a pris en compte la gestion de cette vie sociale qu'à mon avis apparaissent ces savoirs qui ne sont pas du tout à l'extérieur de l'école, même si ils n'ont pas de désignation à l'intérieur des programmes. Donc, il ne faut pas confondre les contenus des programmes qui sont ceux que je disais tout à l'heure, les savoirs scolarisables, qui sont beaucoup des savoirs d'écriture, qui passent à un moment donné par l'écriture, et puis les modalités d'apprentissage qui, eux, implémentent en permanence le recours à ce qu'on appelle aujourd'hui, disons, ces soft skills ou ces life skills. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas les appeler tout simplement les manières d'être ou de vivre ensemble, ce qu'on appelle le vivre ensemble à l'intérieur de l'école. Mariam Siala, d'après vous, manque-t-il dans les savoirs scolaires qui sont actuellement laissés à l'extérieur, dans les savoirs qui sont actuellement laissés à l'extérieur de l'école, manque-t-il quelque chose? Est-ce qu'il y a des types d'éducation, par exemple, à la diversité culturelle qui sont manquants? Oui. Alors, il en manque beaucoup, même au-delà de l'identité et de la diversité culturelle dont j'en parlerai tout à l'heure. Je pense qu'il manque aussi tous les savoirs qui sont nécessaires pour comprendre comment le monde fonctionne, en fait. Donc, aujourd'hui, les élèves n'ont pas conscience de qui ils sont, ni où ils sont, ni où ils vont. Donc, la liste est tellement longue de ce qui manque. Je vais évoquer juste quelques idées, en fait, et quelques pistes. Je pense que des savoirs autour de la géopolitique, aujourd'hui, dans un contexte national qui est un peu fragile, permettrait peut-être aux élèves de comprendre des enjeux internationaux et de dépassionner beaucoup de sujets qui sont difficiles à aborder au sein de l'école, en fait. Il manque également la philosophie, à tous les niveaux, bien évidemment. Moi, personnellement, j'ai un souvenir d'avoir compris comment le monde fonctionne qu'en terminale. C'est tellement dommage d'aborder la liberté, la passion, le plaisir, la diversité et d'autres sujets aussi tard, dans un contexte, encore une fois, national et international, où ces notions sont vraiment de réels enjeux. Bien évidemment, vous parlez tout à l'heure en fait donc de l'identité et de la diversité culturelle. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment, qui est souvent abordé que par les éducations A et qui aurait peut-être tout son sens s'il est vécu tous les jours en fait comme des savoirs ou comme de savoir-être. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une posture un peu monoculture de l'école où les savoirs d'autrui et de l'autre, nous ne les considérons que si, du point de vue de nos propres connaissances, ils peuvent être utiles à nos projets.
Et du coup, nous nous intéressons peu au savoir de l'autre, alors qu'on a une école multiculturelle avec des nationalités différentes, avec des primo-arrivants, des allophones, même des personnes d'origine étrangère, donc qui sont français, mais avec des origines. Donc je pense que reconnaître la valeur de toutes ces cultures apportées par les élèves ou par leur famille, ça peut faire partie aussi des savoirs qui sont laissés actuellement à l'extérieur de l'école, des savoirs liés à la culture familiale et qu'on intègre peu à l'intérieur en fait de l'enceinte de l'école. Michel Parpentier, je voudrais revenir moi, sur quelque chose que vous disiez tout à l'heure. Vous suggériez que ce ne sont pas seulement les contenus qui sont à penser, mais tout autant la manière de les transmettre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là? Oui, je soulevais simplement un point qui a été largement présenté d'ailleurs il y a peu de temps par Anne-Marie Chartier de manière très explicite. Je voulais dire que l'enseignant a besoin de manifester son aptitude à mettre en œuvre des démarches pédagogiques s'appuyant notamment sur l'expression des élèves, sur l'écoute de ces élèves, sur l'expression de leur point de vue, sur leurs échanges, leurs interactions, sur leur engagement dans des recherches pour résoudre des problèmes. Et que simplement, il me semble nécessaire de préciser, enfin c'est ma perception, c'est que ce qui semble devoir se faire naturellement, ou du moins être naturellement induit dans le premier degré par la polyvalence de l'enseignant, par le fait qu'il est toute la journée avec les élèves dans différents temps, relève quand même d'une professionnalisation et d'une maîtrise de compétences professionnelles et que ça, on a besoin de ne pas l'oublier parce que prenant simplement l'exemple qui a été évoqué tout à l'heure des ceintures, c'est vrai que mise en œuvre, et j'ai pu l'observer, vous aussi peut-être d'ailleurs, de manière non professionnalisée, je dirais, ça peut conduire à des choses très surprenantes qui, avec la définition de privilèges en fonction de la ceinture, qui sont très surprenants simplement parce qu'ils n'ont pas été réfléchis. Donc cette dimension-là, elle relève réellement d'une maîtrise de compétences professionnelles. Et sans pour autant, d'ailleurs c'est l'équilibre qui n'a peut-être pas toujours été affiché, sans pour autant que l'on puisse faire passer au second plan pour l'enseignant sa maîtrise assurée des contenus, des connaissances qui sont enseignés. Donc là, on touche au sujet finalement du recrutement et de la formation des professeurs qui, de mon point de vue, devraient garantir la maîtrise des compétences professionnelles nécessaires sur ces deux registres. Pour terminer, Anne-Marie Chartier, une question qu'on n'a pas encore abordée alors qu'elle fait souvent la une dans les médias et même dans l'institution. Aujourd'hui, n'est-ce pas en fait le numérique qui force l'école aussi à se poser la question de son ouverture à une culture qui lui est extérieure, sur un plan technologique, mais aussi peut-être une culture juvénile en fait qui lui est assez extérieure, notamment si on pense au collège, au lycée, au secondaire. Qu'en pensez-vous? Alors, le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est ce qu'il y a une croyance de beaucoup d'enseignants sur les digital natives, sur l'idée que les jeunes, parce qu'ils seraient jeunes, seraient infiniment plus à l'aise que les adultes avec les outils informatiques, avec WhatsApp, avec toutes les communications, puisqu'ils sont en permanence d'ailleurs les yeux branchés sur leur mini-écran. Alors, toutes les enquêtes qui ont pu être faites auprès de jeunes de tous les milieux
montrent que à l'intérieur même des pratiques juvéniles, des outils numériques, il y a des différences absolument énormes et qu'un certain nombre sont simplement confinés dans des modes de relation très élémentaires, alors que d'autres qui ont eu beaucoup d'heures de leçons gratuites à la maison avec leurs parents sont au contraire, avec leur père souvent, sont au contraire des experts. Alors donc, ça veut bien dire que là, l'école a un rôle à jouer parce qu'on ne peut pas imaginer s'appuyer sur des savoirs qui seraient socialement construits en dehors de l'école et dont l'école pourrait tirer son profit. Elle a joué un rôle d'initiatrice, je dirais d'initiatrice systématique. Je pense par exemple à une chose très simple qui est le problème de l'utilisation du clavier. Est-ce qu'il faut apprendre aux enfants à taper la machine à l'école ou les laisser se débrouiller à taper à deux doigts? Si on décide que pour qu'ils aient un usage efficace d'Internet, il faut qu'ils sachent taper la machine, il faut prévoir des heures pour ça. Il faut 60 heures. 60 heures à un quart d'heure par jour, supposons que ça ait lieu, comme ça a lieu dans certaines écoles privées à Paris, où je l'ai vu fonctionner à partir du cours élémentaire. Cours élémentaire 2, tout le monde apprend à taper la machine. Alors, simplement, c'est un investissement. Cet investissement-là, qu'est-ce qui supprime? Rappelez-vous quand il y a eu l'arrivée des langues vivantes à l'école, on a fait une opération qui consistait à les faire rentrer de manière, je dirais, un petit peu subreptice dans les heures de langue française. Donc, on a diminué aussi. Donc là, le temps, si c'est une priorité de travailler avec les outils informatiques, ce que je crois, il faut prendre le temps pour le faire. Les évaluations qui ont été faites par l'ADEP sur la manière dont les enfants se débrouillaient, et les adolescents se débrouillaient pour chercher des informations sur Internet, ce grand puits immense et infini de savoir, montrent qu'il y a 50% des enfants qui se débrouillent bien, 50% des adolescents qui se débrouillent bien, 45 je crois, que les filles se débrouillent aussi bien que les garçons, contrairement à une idée qu'on aurait pu imaginer, mais que 50% sont en dessous de l'autonomie. Donc là encore, ça veut dire introduire à l'intérieur de l'école non seulement alors, des informations sur les risques, les savoirs légaux, sur ce qui est permis, pas permis, sur ce qui est dangereux, pas dangereux, sur toute une série de phénomènes sociaux qui entrent dans l'école maintenant par les écrans, qu'on le veuille ou non, mais aussi des savoirs, je dirais, un travail de l'apprentissage de la lecture par Internet qui n'est plus simplement le travail d'apprentissage de la lecture en bibliothèque, mais qui force les enseignants à se doter de nouvelles compétences. Et là, je rejoindrai ce que dit Michel Parmentier sur la nécessité d'une formation, et d'une formation qui soit à la fois du côté des savoirs et du côté des savoir-faire, et du côté des conduites de la professionnalisation du métier. Nous terminerons sur ces mots notre table ronde sur savoir scolaire et savoir du monde. Merci beaucoup à tous les trois intervenants pour votre participation. Merci.